I don't think the public knows what that Oscar means to us. It is one of the most emotional things that can ever happen to a human being. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 7 mars 1946, Joan Crawford remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film dramatique Mildred Pierce. Ce prix, tant convoité, est l'heureuse fin d'une traversée du désert et relance la carrière de l'actrice. It is one of the most emotional things that can ever happen to a human being. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de l'une de mes actrices préférées, Joan Crawford. Actrice très théâtrale qui a été très populaire auprès du public et qui l'est toujours d'ailleurs. Par contre, elle a vécu une certaine traversée du désert à la fin des années 30, début des années 40. Une traversée qui sera ardue et où on n'est pas trop sûr si c'est la fin de sa carrière ou juste un creux. Mais en 1945, Mildred Pierce arrive dans la vie de Joan Crawford. Elle a dû travailler pour avoir le rôle, faire un test de caméra et une fois le film sorti, l'actrice retrouve le succès au box-office. C'est de tout ça que je vous parle aujourd'hui à Close-Up Dramatique et on commence tout de suite. Dans les années 30, Joan Crawford est l'une des actrices les plus populaires. En décembre 24, elle signe un contrat avec le prestigieux studio de la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, et c'est le début d'une très grande carrière. 10 ans après la signature de ce contrat, elle est l'une des égéries de la MGM. Son nom est synonyme de glamour, d'élégance, de classe et de film à succès. On la décrit aussi comme étant l'une des plus belles actrices au monde et peut-être la plus élégante de tout Hollywood. Elle apparaît partout, elle se rend à chaque invitation mondaine qu'elle reçoit et sa présence est toujours très bien vue. Quand elle arrive à un gala, à une fête ou toute autre soirée hollywoodienne, on n'attend qu'une seule chose, voir Joan Crawford arriver dans l'une de ses superbes robes faites sur mesure. Des robes qu'uniquement l'actrice peut se payer, bien évidemment. Au grand écran, elle joue que dans les méga productions qui ont des succès tout aussi immenses. I Live My Life, Rain, Sadie McKee, tous des films qui ont attiré des centaines de milliers de fans dans les salles de cinéma au cours des années 30. Seul le nom de Joan Crawford suffit pour convaincre qu'un film est un très bon film. Mais à partir de 1937, après plus de 10 ans de succès, la carrière de l'actrice commence à être plus ordinaire. Tout son beau monde luxueux s'écroule. Tout commence quand un journal états-unien publie un article, une lettre d'opinion où on décrit ce que l'on appelle les poisons du box-office. Parmi ces poisons du box-office, on nomme Greta Garbo, Marlène Dietrich et surtout Joan Crawford. Qu'est-ce qu'un poison du box-office? C'est très simple. Ce sont les acteurs et actrices qui, par leur vie de luxe, assurée par leur studio, leur salaire et leur contrat, siphonnent tout l'argent d'Hollywood. Des profits qui devraient être redonnés aussi à tous les artisans qui travaillent derrière l'écran, mais qui ne l'est pas parce que la grande partie de cet argent est donnée aux producteurs et aux acteurs, mais aussi aux actrices. On mentionne aussi le salaire exorbitant que gagnent ces personnes. Des salaires qui parfois, avec les profits, les publicités faites et tout le tralala, peuvent dépasser le $1 million pour un seul film. C'est ça, les poisons du box-office, et le nom de Joan Crawford revient plus souvent que nul autre dans cette lettre ouverte. Pourquoi? La raison est encore bien plus simple. On note que dans les dernières années, ces films ont fait beaucoup moins de profit qu'auparavant sans jamais voir son salaire diminuer, au contraire, il a augmenté.
En 1937, The Bright War Red a été le plus gros échec pour la MGM et le salaire de Crawford a été incroyable pour tourner le film et elle a reçu en plus les quelques profits que son contrat exigeait. C'est malheureusement le début d'une longue traversée du désert, un grand creux dans la carrière de Joan Crawford. Jusqu'en 1943, l'actrice va enchaîner les films qui connaîtront que très peu de succès. À l'exception de la méga production uniquement féminine The Woman en 1939 où elle apparaît avec Norma Shearer en grande vedette. Les critiques sont acerbes avec l'ancienne icône hollywoodienne. On l'a dit trop théâtrale, on dit qu'elle est devenue une caricature d'elle-même. Une critique qu'on va lui faire bien des années plus tard encore dans les années 60. Au début des années 40, les films de Joan Crawford n'attirent presque plus les spectateurs et les cinéphiles dans les cinémas. Des projections sont parfois annulées dans de plus petites villes faute de vente de billets. En plus, l'actrice commence à être difficile à travailler, elle devient très exigeante envers les producteurs et les scénaristes. Elle demande à ce que des scénarios soient réécrits au complet afin qu'un film soit plus dramatique, afin que son rôle soit plus grand. Un caractère et une attitude qui devient de plus en plus difficile à gérer pour les patrons de la MGM. Joan surgit parfois dans les bureaux sans avertir en colère. Elle n'aime pas la direction que prend sa carrière, les films que lui donne le studio, des films qui deviennent toujours de moins en moins importants. Elle ne veut pas que sa carrière tombe à plat et se plaint des productions presque mineures dans lesquelles elle se retrouve. On écrit plus de scripts faits sur mesure pour elle. On lui donne des histoires, des rôles qui ont été refusés par quelques actrices, voire des dizaines avant elle, parce que personne ne croit au film. Certaines disputes éclatent et des tensions s'installent entre Joan Crawford et la MGM. Le 29 juin 1943, après plusieurs années de difficultés avec le studio, d'un commun accord, Joan et la MGM mettent un terme au contrat de l'actrice. Lui restant un film à tourner avant de renouveler son contrat, le studio s'entend avec la femme pour une somme de 100 000 $ pour briser son contrat et aussi y mettre fin. 100 000 $ qui équivaut à la somme qu'aurait gagné l'actrice si elle avait fait un film plus ou moins. Joan accepte l'offre. Après 18 ans, c'est la fin pour Joan Crawford chez la MGM. L'actrice quitte le studio qui lui a donné son nom, sa carrière et la gloire. Dans les journaux, quand la nouvelle est annoncée, on s'interroge. Est-ce que c'est la fin de la carrière de Joan Crawford? Certains l'espèrent, d'autres non. Les fans sont en colère contre la MGM pour avoir dirigé leur actrice préférée vers des films médiocres, tandis que d'autres ovationnent la décision du studio. Mais une actrice aussi reconnue, malgré les échecs des dernières années, aussi connue que Joan Crawford, ne reste pas très longtemps sans offre. With this money, I can get away from you. Vida. From you and your chickens and your pies and your kitchens and everything that smells of grease. I can get away from this shack with its cheap furniture, and this town and its dollar days, and its women that wear uniforms, and its men that wear overalls. Vida, I think I'm really seeing you for the first time in my life, and you're cheap and horrible. You think just because you made a little money you can get a new hairdo and some expensive clothes and turn yourself into a lady. But you can't. Because you'll never be anything but a common frump whose father lived over a grocery store and whose mother took in washing. Vida! Not on your life! I said give it to me! Le 29 juin 1943, après 18 ans chez la MGM, Joan Crawford met fin à son contrat avec le studio. Mais le 1er juillet 1943, moins d'une semaine après la fin de son contrat avec la Metro-Goldwyn-Mayer, l'actrice est reçue dans les bureaux de la Warner Bros.
On lui offre un contrat de 3 films, contrat qui pourra être renouvelé si elle le désire. Sans hésitation, convaincue qu'elle aura de nouveaux projets intéressants, elle signe. Le premier film avec la Warner arrive très vite, mais c'est pas exactement ce qu'elle pensait. On la fait tourner dans Hollywood Canteen en 1944, un film où, comme des dizaines de mégastars du studio, elle apparaît que quelques secondes, une scène à travers l'histoire principale. Un film qui, oui, a beaucoup de succès, mais elle n'est pas l'actrice principale, chose qui lui déplaît un peu et qui la fait presque regretter d'avoir signé avec le studio. Joanne s'inquiète de plus en plus. Les semaines passent, elle ne reçoit pas vraiment d'offres du studio. Elle se rend alors dans les bureaux et mentionne son inquiétude. Elle aimerait marquer son retour à l'écran avec un film marquant. On lui répond qu'on va regarder tout ça et qu'on va lui écrire ou lui téléphoner quand on aura trouvé. Mais encore une fois, les jours, les semaines passent et rien. Mais Joan se tient souvent dans les coulisses et elle entend parler des grands projets. Elle entend parler du prochain grand film de Michael Curtiz, grand réalisateur de l'époque, Mildred Pierce, une adaptation cinématographique du roman du même nom, sorti en 1941. Un roman qui avait connu un immense succès et dont la Warner a obtenu les droits en 1942-1943. L'histoire est bien simple et peut ressembler à la vie de dizaines de milliers d'Américains. Une femme, Mildred Pierce, divorce de son mari prospère et se retrouve avec la garde de ses enfants, dont une adolescente. En divorçant, elle frôle la faillite et pour éviter ce drame, elle devient serveuse de restaurant avant d'ouvrir son propre établissement de restauration. Elle se lance en affaires dans le seul but d'offrir à sa fille un style de vie de luxe. Une fille très gâtée et que la mère fait tout pour elle. Une histoire qui va prendre une tournure très sombre. Le synopsis parle à Joan Crawford. Elle-même a été serveuse avant de connaître le succès et connaît la misère de devoir travailler pour quelques scènes de plus. Dans les couloirs du studio, le film fait beaucoup jaser. On se demande qui aura le rôle principal. On dit que le film sera un succès monstre. On dit que le film qui est tant attendu sera des plus décevants et sera un flop monumental. On raconte que Curtiz avait demandé à Betty Davis, mais elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas jouer la mère d'une jeune fille. Betty n'aurait pas été convaincue par l'histoire et le scénario qui est encore au stade de brouillon. Joan entre en contact avec Curtiz, mais l'homme n'est pas certain. Il ne veut pas de l'actrice pour ce film. Le producteur et réalisateur a aussi voulu Marlène Dietrich, mais l'actrice d'origine allemande n'a pas la tête au cinéma. Elle est plus qu'impliquée dans son tour de chant à travers les missiles de la Seconde Guerre mondiale. Elle refuse. Une nouvelle fois, Curtiz voit arriver dans son bureau Joan Crawford. Elle lui explique son désir de jouer dans Mildred Pierce. Elle fait tout pour ce rôle. Elle est faite pour ce rôle. Curtiz l'écoute rapidement et range sa photo sous une pile d'autres photos. Gloria Svensson, qui est disparue des écrans depuis presque une décennie, refuse elle aussi. Elle ne veut pas de ce genre de film pour marquer son retour. Faudra attendre encore quelques années avant de la revoir. Pendant ce temps, Joan envoie des lettres au producteur, des lettres qui n'auront aucune réponse. Curtiz est loin d'être convaincu que Joan Crawford est faite pour le film. Il veut une actrice qui n'a pas connu de descente au cours des dernières années. Il ne veut pas prendre de risques. Michael Curtiz se tourne alors vers Barbara Stanwyck, qui est très intéressée par le rôle. Malheureusement pour le producteur, Stanwyck est engagé pour un autre film, My Reputation, et doit décliner son offre pour Mildred Pierce. Ne sachant plus quoi faire, il se tourne alors vers Joan Fontaine et Olivia de Havilland, qui sont extrêmement jeunes pour jouer une mère. Les deux actrices n'ont même pas 30 ans. La Warner refuse ces idées. Un matin, à bout de souffle, ne sachant plus à qui demander, Curtiz voit surgir dans son bureau une nouvelle fois Crawford. L'actrice lui demande s'il a pensé à elle. Curtiz répond que oui, un peu hypocritement, et lui propose de faire un screen test. Convaincu que l'actrice refusera ce test de caméra qui, pour une star comme Joan Crawford, est pratiquement une insulte. Mais à sa surprise, sans réfléchir, la femme accepte.
Pris par surprise, Curtis convoque Anne Blitt, la jeune recrue du studio qui jouera la fille de Mildred Pierce, pour ce screen test avec la star. Joan Crawford se retrouve alors devant les caméras et Curtis est époustouflé. L'actrice est Mildred Pierce. Il regrette ne pas avoir cru avant à l'actrice et l'engage sur le champ. Par contre, lorsque Joan arrive au premier jour du tournage, elle a changé quelques petits détails à son rôle. Sans trop savoir pourquoi, l'actrice donne un côté très glamour à son personnage. Un côté glamour qui ne va pas avec l'idée de la Madame Tout-le-Monde qu'avait le producteur. Il a souvent entendu parler de l'actrice comme étant très difficile à travailler et ne faisant qu'à sa tête. Il ne compte pas la laisser diriger son plateau, hors de question, c'est lui le patron. Une petite dispute éclate entre Joan et Curtis. Joan affirme qu'une femme comme Mildred, peu importe sa situation financière, voudrait toujours apparaître à son meilleur. D'où le style très distingué qu'elle lui donne. Voyant que l'actrice ne démarre pas de son idée, Curtis doit finalement accepter l'idée et un certain froid va se faire ressentir sur le plateau. Le premier jour de tournage se passe plutôt mal. Joan joue de plus en plus théâtral, ce qui n'est pas le style que Curtis veut. Il lui mentionne et une nouvelle dispute éclate. Les tensions vont durer encore plusieurs semaines. Dans les couloirs de la Warner, Michael Curtiz surnomme son actrice vedette la bitch pourrie. Et de son côté, Joan se rend dans les bureaux des patrons et réclame que Curtiz soit renvoyé. Une demande qui lui est refusée. Joan devra faire avec l'homme et Curtiz devra faire avec la femme. À chaque conversation qu'ils ont, ça éclate. Ils n'arrivent pas à s'entendre et Jerry White, un scénariste du studio, a souvent parlé de l'ambiance glaciale du plateau. White affirme qu'il a été témoin de pas moins d'une dizaine de disputes où parfois Joan éclate en sanglots tellement elle est en colère. Wilde a souvent expliqué avoir été l'arbitre à de nombreuses occasions afin de calmer les deux grosses personnalités. Puis un jour, toujours selon le scénariste, une dynamique s'est installée. Joan et Curtiz ne se parlent pas en dehors du plateau et que très peu lorsqu'il est temps de tourner, le strict minimum. Cette ambiance très froide va beaucoup affecter Anne Blitt, qui est à peine âgée de 16 ans et qui est très sensible. Anne est très honorée de tourner avec Joan Crawford, qui est l'une des actrices qu'elle admirait étant plus jeune, et là le tournage devient presque un enfer à cause d'elle. Heureusement pour tous, au fil du temps, Joan et Curtis vont tomber en admiration l'un pour l'autre. L'actrice sera impressionnée par le réalisateur, par le sérieux avec lequel il travaille et c'est exactement la même chose avec Curtis. Il a même de la difficulté à comprendre comment Joan peut jouer aussi parfaitement certaines scènes. Il est très surpris de la voir arriver plus que prête à tourner. Elle connaît ses lignes sur le bout des doigts. L'ambiance se transforme lentement, mais d'autres tensions vont naître, celle entre Joan et sa jeune co-star. Si au début, la relation est assez amicale, l'actrice expérimentée qu'est Joan Crawford donne beaucoup de conseils à Anne Blitt, une certaine jalousie va naître au fil du temps. Plus le tournage du film avance et plus qu'en coulisses, un seul nom est sur toutes les lèvres, celui d'Anne Blitt. On raconte qu'elle va voler la vedette à Crawford et que ce sera la révélation pour la jeune femme d'à peine 16 ans. Des conversations de couloir que Joan n'aime pas beaucoup. La porte de sa loge va se fermer peu à peu à sa jeune co-star et les conseils vont disparaître. En répétition, Joan gifle réellement Anne qui, sous le choc, s'enferme dans sa propre loge et refuse d'en sortir. La jeune actrice va se venger quelques jours plus tard, alors que, pendant que la caméra tourne, elle gifle elle aussi réellement Joan. La prise est si bonne qu'elle est gardée au montage. Étonnée mais voyant que personne ne crie « coupé », Joan continue la scène et une fois celle-ci terminée, la star aurait demandé à ce que la jeune femme n'apparaisse plus jamais devant elle. En colère, Joan injure Anne, qui, quand même un peu effrayée, s'enferme dans sa loge à nouveau.
Malgré un tournage éprouvant, Anne Blitt a gardé un souvenir heureux de cette expérience. Tout d'abord parce que Mildred Pierce fut le film révélation pour elle, mais aussi parce qu'elle a toujours été honorée d'avoir pu tourner avec la grande Joan Crawford. Elle se souvient de son grand professionnalisme et de son attitude exemplaire devant les caméras, de la façon impressionnante qu'elle arrivait prête à tourner. Anne Blitt se souvient aussi qu'elle voyait l'immense pression que Crawford se mettait sur les épaules. Joan le savait. Mildred Pierce avait le pouvoir d'achever sa carrière ou de la relancer. La star d'Hollywood ne savait pas à quel point ce film allait relancer sa carrière. Une fois le tournage de Mildred Pierce achevé, Joan Crawford espère qu'une seule chose, que ce film relancera sa carrière. Après un début de tournage difficile, en quittant le studio de la Warner, Crawford et Curtiz s'enlacent longuement. Signe d'une ultime réconciliation. L'actrice accepte de promouvoir énormément le film. Elle fait de la promotion comme elle n'en a jamais fait avant. Elle apparaît dans toutes les stations de radio possibles, accepte même de réciter quelques lignes du film en direct sur les ondes. Joan reçoit chez elle des dizaines de journalistes afin de parler de Mildred Pierce. Toute apparition publique est une bonne raison de parler de ce prochain film. Tous les États-Unis, puis le monde entier attend ce film qu'on dit grandiose. C'est la première fois, en plus de 5 ans, qu'un film avec Joan Crawford attire autant l'attention et c'est son grand retour. Le 28 septembre 1925, Mildred Pierce sort en salle. Dès sa sortie, le film est un immense succès. Le public est au rendez-vous et les critiques écrivent des dizaines de pages dorées sur le film et surtout sur son actrice principale. C'est la performance de sa carrière. Jamais Joan Crawford a été aussi sublime. Joan Crawford nous livre la performance du siècle, écrit la célèbre Hedda Hopper, journaliste d'influence reconnue à travers les États-Unis. C'est un renouveau dans la carrière de l'actrice. Le film fait un profit qui équivaut à plus de 110 millions en 2023. À lui seul, Mildred Pierce représente la moitié des profits engendrés par la Warner en 1945. Joan devient une influenceuse à sa manière. Dans le film, on la voit porter un sublime manteau de fourrure. À travers les États-Unis, la vente de manteaux de fourrure explose. Toutes les femmes veulent avoir la classe, l'élégance que Joan Crawford possède avec un tel manteau. Tous sont d'accord, l'actrice a retrouvé sa gloire, son succès et est une sérieuse concurrente à Ingrid Bergman pour le titre de meilleure actrice aux Oscars. Mildred Pierce se retrouve dans 6 catégories aux Oscars, dont meilleure actrice pour Joan Crawford. Jusqu'en mars 1946, les journaux ne parlent que de la rivalité Bergman-Crawford. Qui remportera la statuette dorée, personne ne le sait vraiment. Le 7 mars 1945, Joan Crawford, extrêmement nerveuse, fait circuler la rumeur qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas se rendre à la cérémonie tant attendue. Ayant trop peur de perdre devant toute l'industrie, elle refuse d'y aller. Elle passe la soirée dans son luxueux salon à écouter la rediffusion en direct à la radio. Elle attend impatiemment le moment où la meilleure actrice de la soirée sera annoncée. Vers la fin de la soirée, c'est enfin le moment. Joan Crawford est sur le bout de son canapé. Gene Tierney pour Leave Her to Heaven. Greer Garson pour The Valley of Decision. Jennifer Jones pour Love Letters. Joan Crawford pour Mildred Pierce. Ingrid Bergman pour The Bells of St. Mary's.
La gagnante est annoncée quelques secondes plus tard. Joan Crawford, pour Mildred Pierce. Dans son salon, l'actrice avec ses enfants explose de joie. Après un bref moment d'excitation, Joan comprend que les journalistes seront chez elle sous peu. Elle se prépare vite fait, enfile sa plus belle robe de chambre et s'installe dans son lit. Elle fait semblant d'être malade et accueille les journalistes bien coiffés, bien maquillés dans son lit. C'est le plus grand moment de sa carrière, son seul Oscar remporté. Jusqu'aux années 60, Joan Crawford deviendra l'une des actrices les plus populaires du grand écran. Mildred Pierce a fait renaître de ses cendres sa carrière. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.